De retour sur ce plateau avec M. Henri Kalimassi, que j'ai annoncé tout à l'heure. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Christopher. Avant d'aborder le sujet proprement dit de ce soir, à savoir Primera Gold, si la RDC s'est fait rouler ou pas, vous allez répondre à cette question-là, mais il y a une photo de vous qui me revient à l'esprit vite fait. Je vous ai vu dans une condition physique là assez compliquée. Est-ce que vous pouvez un peu justifier le contexte? Qu'est-ce qui s'était passé, vous, à genoux devant Modeste Bahati Lukwebo? M. Christopher, j'avais déjà répondu à cette question. Pas à moi, je suis quand même un peu curieux. Sur les mêmes plateaux, j'avais dit que c'était la bénédiction d'un père à son fils. Comme vous le savez, M. Bahati Lukwebo, c'est mon père politique. Et je suis allé solliciter une bénédiction auprès de mon père. Vous savez que vous avez été très critiqué et négativement, principalement face à cela. Ça ne vous inquiète pas du tout, ça va? Rien du tout. On dit que c'est le djalilo exagéré. Rien du tout. C'est pas cela. Vous ne le flattez pas. Jamais du tout. Vous n'allez pas le trahir un jour, parce qu'on a vu, il y en a qui ont fait peut-être pire après, qui ont tourné kazakh. Est-ce qu'on ne doit pas attendre cela aussi de M. Henri Kalimassi? Je suis dans l'AFDC depuis la création du parti et j'y resterai. En dehors de l'AFDC, je ne vois pas un autre parti où je peux y aller. Parce que Bahati Lukwebo, je ne l'ai pas connu aujourd'hui, je l'ai connu depuis mon enfance. Et je m'étais décidé d'être derrière lui et j'y serai toujours derrière lui. Ça, c'est une très bonne chose. Pour revenir sur ce sujet, justement, la production vous a présenté comme un expert en la matière, c'est vrai. Comme je le disais tout à l'heure, le gouvernement avait essayé de clarifier la situation. Peut-être qu'il y en a qui penseront que ce n'est pas nécessaire de revenir dessus. Mais bon, profitant de cette occasion aussi, avec ce sommet de la CIRGL, on a entendu le Premier ministre aujourd'hui, Sama Lukonde, qui veut voir clair en matière d'or, ici en République démocratique du Congo, la traçabilité et tout ce que vous voulez, surtout dans la sous-région, quand on sait que parfois ça cause des malheurs et même du sang coule à cause de nos richesses. Déjà, d'entrée de jeu, j'aimerais connaître votre position. Vous êtes pour ceux qui pensent qu'on s'est fait rouler ou non? Écoutez, je suis un analyste politique, à la fois analyste économique et aussi un expert. Quand on ne maîtrise pas un domaine donné, il faut plutôt se renseigner auprès de ceux qui connaissent. Et c'est pour cette raison-là que j'ai voulu partager avec la population congolaise, pour ce que je sache, ou en ce que je sache, en ce qui concerne les domaines miniers. Comme vous le savez, M. Christopher, le secteur minier, c'est un secteur très complexe, qui met en difficulté beaucoup de juristes, même nos magistrats. Parfois, ils ont difficile à tabler sur le secteur minier et ils font recours à l'expertise des agents de l'administration des mines. Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord définir la jointure qui fait aujourd'hui ou qui a fait polémique quand 3 ministres prennent une décision pour le bien-être de la population congolaise. Quand le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, aujourd'hui, cherche à transformer les choses pour que la population congolaise soit bénéficiaire des richesses de son sous-sol. Vous avez répondu à ma question avant même de donner la définition de joint venture. Hein. Voir votre introduction. J'en viens. Mais ceux qui devraient avoir le devoir de défendre cette population se mettent à allumer les faits. Je ne sais pas, peut-être en ce moment ici, pour des raisons peut-être de marketing politique. Qu'à cela ne tienne. Qu'est-ce que la jointure? C'est lorsque une entreprise
détentrice d'un titre minier s'associe à une autre entreprise qui apporte les investissements pour la création d'une nouvelle société. Et pourquoi il crée une nouvelle société? Il crée une nouvelle société tout simplement pour éviter peut-être l'entreprise détentrice des titres peut avoir ce qu'on appelle les passifs. Les passifs peuvent être négatifs, dans le sens que cette société accumulait des dettes. Et ces dettes-là, ne voulant pas qu'elles se transfèrent auprès de celui qui vient s'associer avec lui, raison pour laquelle il crée une nouvelle société pour recommencer à zéro. Pour les cas d'espèce, les cas de Primera Gold, nous devons situer ces protocoles d'accord à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau où des options, j'allais dire. La première option, c'est une option politique. Et la deuxième option, c'est une option économique. Et c'est là où peut-être les Congolais qui se posent mille et une questions chaque jour, voulant peut-être démontrer à la face du monde que le président de la République ne fait rien. Or, il ne suffit pas seulement de voir des immeubles poussés comme des champignons, mais le chef de l'État, dans sa politique, est en train de faire en sorte que les pays soient sauvés, les pays puissent se retrouver. Et sur le plan politique, comme vous le savez, pas plus qu'il y a une année, 2 ans, les Rwandais, qui n'avaient pas de minerais, avaient signé un protocole d'accord de plus d'1 milliard de dollars avec ces Émirats arabes, alors qu'ils n'avaient pas de minerais. Et ce sont nos minerais congolais qui traversaient de l'autre côté et causant derrière des victimes, des morts. Mais dans sa diplomatie avérée, le président de la République a contourné cette stratégie rwandaise, a amené ces Émirats arabes ici. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que pour autant que l'on a rompu le contrat de l'autre côté avec le Rwanda, est-ce que vous êtes sûr? La question qui dérange surtout, M. Henri Kalimassi, ce sont les chiffres. On parle d'une entreprise créée avec un capital de 20 000 $ à peine, à qui on donne des exonérations sur 25 ans. Est-ce que vous, en tant qu'expert, déjà, sur ce détail, vous trouvez cela normal? Écoutez, j'ai parlé de l'option politique et de l'option économique. Je viens aussi où j'en viens pour l'option économique. Permettez-moi de terminer d'abord l'option politique. Alors sur l'option politique, est-ce qu'on a rompu le contrat avec le Rwanda, les Émirats arabes unis? Ça ne nous concerne pas. Mais ça devrait nous concerner vu que vous dites... Ce qui nous concerne, n'est-ce pas, est que le chef de l'État a pu détourner ce qui nous échappait et les ramener chez nous. Au lieu que nos minéraux traversent ou que ces Émirats arabes aillent chercher ces minéraux auprès d'un pays qui ne produit pas et qui victimise nos populations, il les a ramenés ici pour qu'ils travaillent avec nous sur place, afin que notre économie soit stable, notre macroéconomie puisse se stabiliser. Maintenant, sur le plan économique, parce que vous avez posé cette question. Sur le plan économique, Primera Gold se situe à 2 niveaux dans les protocoles d'accord. N'est-ce pas? Le premier niveau, c'est l'achat. Le deuxième niveau, c'est l'exploitation. Pour l'achat, moi, je ne trouve pas du monopole. Quand est-ce qu'on peut parler du monopole? On peut parler du monopole lorsque l'État congolais, n'est-ce pas, prive
d'autres opérateurs économiques d'acheter au profit d'un seul. Mais comme vous le savez, le secteur minier au Congo est libéralisé. Le secteur minier au Congo est libéralisé et tout le monde peut acheter et vendre à qui il veut. Mais l'avantage économique pour Primera Gold, c'est quoi? Primera Gold s'installe au Sud Kivu, n'est-ce pas? Il présente ou il donne un prix supérieur. Et à ce prix supérieur par rapport aux autres, ça lui donne une faveur que tout ce qui devrait traverser. Parce que comme vous le savez, il y a dans la chaîne d'achat ou de production, il y a les exploitants artisanaux. En amont, qui sont encadrés par les agents de SAEMAP au niveau du puits et de l'administration des mines. Au niveau du marché, il y a les agents de l'administration des mines et les agents du CEC, parce que vous aviez parlé de la traçabilité. Maintenant, au niveau des exploitants, il y a deux catégories. Il y a les exploitants artisanaux, n'est-ce pas, et les négociants. Les négociants aussi, il y a les négociants de catégorie A et les négociants de catégorie B. Les négociants de catégorie A, n'est-ce pas, ils peuvent acheter localement et exporter. Mais les négociants de catégorie B, ils peuvent acheter et vendre localement. Mais il s'est fait que les chefs de l'État, notre gouvernement, à travers nos ministres, amène un acheteur, n'est-ce pas, qui évite aux négociants, tout comme aux exploitants artisanaux, d'aller vendre ailleurs, mais de trouver les meilleurs prix ici localement. Donc, jusque-là, il n'y a pas un monopole. Nous pouvons plutôt dire ou féliciter le gouvernement parce que le gouvernement a amené quelqu'un qui est venu s'installer à Bukavu et qui permet aujourd'hui à tous les opérateurs miniers de Bukavu de venir vendre à quelqu'un qui offre un meilleur prix. Raison pour laquelle, au niveau du Sud Kivu, il n'y a pas de remous. Si, quand vous dites qu'il n'y a pas de remous, moi ça me dérange un peu. Il y a quand même le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, qui s'inquiète. La tribune que j'évoquais tout à l'heure, c'est son directeur de cabinet, je crois, M. Maindo, qui a écrit ça. On dit que la population s'est fait rouler de bout en bout. C'est pas que, voilà, il n'y a pas, dire qu'il n'y a pas de remous, ça dérange un peu. L'élu qui a déposé la question écrite, c'est quelqu'un du Sud Kivu. Le prix Nobel, il est basé au Sud Kivu. Donc ce sont quand même des grandes personnalités qui osent le temps pour réclamer que l'on puisse mettre fin à cette escroquerie. C'est ce que je disais tantôt, que quand on ne maîtrise pas, on doit rester dans son domaine. Et j'ai dit ici que le secteur minier, c'est un secteur un peu complexe. Et ce que j'ai présenté en première partie, c'est la partie achat, parce que c'est dans l'accord. Maintenant, la deuxième partie, c'est par rapport à la joint venture, n'est-ce pas? Qui est une nouvelle société qui vient d'être créée entre l'entreprise détentrice des titres miniers avec une nouvelle entreprise qui apporte les investissements pour créer une nouvelle société afin de commencer l'exploitation. Comment on peut être roulé alors que l'exploitation en soi n'a pas encore commencé? Parce que lorsqu'il y a un accord, n'est-ce pas, lorsqu'on crée une nouvelle société, il faut maintenant légaliser les documents sur le plan administratif. Et c'est toute une procédure, n'est-ce pas? Si le protocole d'accord qui a été signé est lié à un permis d'exploitation, n'est-ce pas? Moi, je crois qu'avant de commencer l'exploitation, il y a des études au préalable qui doivent se faire. Et ces études montrent qu'une étude de faisabilité pouvant permettre à la société d'entrer dans la phase d'exploitation. Et la deuxième partie, il y a ce qu'on appelle l'EIPGP,
l'étude d'impact environnemental On voit qu'il y a vraiment beaucoup à... du projet. Il y a vraiment beaucoup à dire sur ce sujet. Vous comprenez? Oui. Laissez-moi terminer l'idée pour essayer un peu d'éclairer. C'est lorsque la société entrera en phase d'exploitation qu'on pourra dire que on a roulé. Et les 25 ans, c'est légal. Parce que les 25 ans, ce n'est pas qu'on a imité. C'est légal. C'est dans la loi. Vous comprenez? Mais seulement, lorsque la société entrera en phase de l'exploitation, il y aura, j'avais dit tantôt ici, il y aura l'étude de faisabilité au préalable, il y aura l'IEPGP qui va se faire. Justement, c'est ce que je suis en train de dire apparemment. Aussi, on sera faussé par le temps, parce que apparemment, je vous avais beaucoup à dire sur le sujet et je me rends compte qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps selon ce qui était réparti selon la production. On me fait signe à côté. Donc, on va revenir sur ça dans une émission un peu plus élaborée. Voilà. Ici, à notre merveilleuse chaîne. Jean-Marie, vous êtes le meilleur journaliste de la génération. L'école doit les reconnaître. Jean-Marie, vous êtes un bon formé en France, travaillé en France. Vous parlez mieux français que vous. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous vous avons, nous, élus, meilleurs journalistes de votre génération, parce que vous faites la fête d'autres pays. Je ne vous flatte pas. Ce sont des faits qui sont aujourd'hui devenus une constance. Les gens disent qu'il faut passer chez Jean-Marie pour être entendu. Parce que vous avez des questions intelligentes. Et voilà même comment les gens vous suivent.